Le premier client sur rendez-vous de M. Gaunt se présenta sans tarder dès 8 heures du matin le mardi. C'était Lucille Denham, serveuse au Nan's Luncheonette. Elle s'était sentie prise d'une passion douloureuse pour les perles noires qu'elle avait vues dans l'un des présentoirs vitrés du bazar des rêves. Elle savait que même dans 1 million d'années, elle ne pourrait jamais s'acheter un article de ce prix, pas avec le salaire de misère qu'elle touchait chez Nan. Néanmoins, lorsque le Lord Gaunt lui avait suggéré d'en parler, sans que la moitié de la ville soit là à traîner une oreille, manière de parler, Lucille avait bondi sur la proposition avec la voracité d'un poisson affamé qui se jette sur un appât chatoyant. Elle quitta la boutique à 8h20, une expression de béatitude légèrement hébétée sur le visage. Elle avait acheté le rang de perles au prix incroyable de 38,50 $. Elle avait également promis de jouer un petit tour parfaitement innocent à cet empaillé de pasteur baptiste William Rose. Même pas une corvée pour elle, un vrai plaisir. Ce grigou qui n'arrêtait pas d'asséner des citations de la Bible à tout bout de champ ne lui avait jamais laissé le moindre pourboire, ne serait-ce que 10%. Lucille, bonne méthodiste qui n'avait aucun complexe à danser un boogie endiablé le samedi soir, connaissait les histoires de récompenses obtenues au ciel par l'accumulation de ses mérites. Elle se demandait si le révérend Rose avait jamais entendu dire qu'il était plus chrétien de donner que de recevoir. Eh bien, elle allait lui rendre la monnaie de la pièce qu'il ne lui avait pas donnée. Et c'était tout à fait innocent, Monsieur Gaunt le lui avait assuré. Le digne gentleman la regarda sortir en affichant un sourire charmant. Une journée chargée l'attendait. Extrêmement chargée, avec des rendez-vous toutes les demi-heures et des tas de coups de téléphone à donner. Ses attractions foraines étaient montées, prêtes à fonctionner. L'une des plus spectaculaires avait subi un essai concluant. Le moment de lancer tous les manèges en même temps n'allait pas tarder. Comme toujours, lorsqu'il en arrivait à ce stade, que ce fût au Liban, à Ankara, dans les provinces canadiennes de l'Ouest ou ici à Trifouilly-les-Oies, USA, il avait l'impression que les journées étaient trop courtes de quelques heures. Mais il fallait déployer tous les efforts possibles vers le but qu'on s'était donné. Les mains occupées étaient des mains heureuses, et il était noble d'essayer. Et si ses yeux anciens ne le trompaient pas, sa deuxième cliente de la journée, Yvette Gendron, se dirigeait à pas pressés vers l'auvent de la boutique. « Quelle journée! Quelle journée !» murmura le Lord Gaunt, en barbouillant sur son visage un grand sourire de bienvenue. Alan Pangborn arriva à 8h30 dans son bureau et trouva un message déjà collé sur le côté de son téléphone. Henry Payton l'avait appelé à 7h45. Que le shérif le rappelle, toute affaire cessante. Alan se cala dans son fauteuil et, le combiné coincé entre l'oreille et l'épaule, appuya sur le bouton qui faisait automatiquement le numéro de la police d'État, à Oxford. Dans le tiroir du haut de son bureau, il prit 4 $ d'argent. « Salut Alan !» dit Henry. « J'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles pour votre double meurtre. »« Oh, c'est mon double meurtre tout d'un coup. » Il referma la main sur les pièces au chariot. Quand il la rouvrit, elle n'était plus que 3. Il s'inclina en arrière et posa les pieds sur le bureau. Il doit s'agir de nouvelles vraiment mauvaises. « Vous n'avez pas l'air surpris. »« Pas une miette. » Il ferma de nouveau le poing et du petit doigt poussa le dollar le plus bas. C'était une opération d'une certaine précision, mais il était largement à la hauteur. La pièce d'argent glissa de son poing et roula dans sa manche. Il y eut un petit clink lorsqu'elle heurta la première, bruit qui serait couvert par le baratin du magicien dans une vraie représentation. Alan ouvrit la main. Il ne restait plus que 2 $ au chariot. « Vous ne voyez peut-être pas d'inconvénient à me dire pourquoi ?» dit Henry, légèrement agacé. « J'y ai beaucoup réfléchi depuis 2 jours. » C'était un euphémisme. Dès l'instant où il avait reconnu Nettie Cobb dans l'une des 2 femmes qui venaient de s'entretuer, il n'avait guère pensé à autre chose. Il en avait même rêvé, et l'impression que quelque chose ne collait pas dans cette affaire n'avait fait que s'accentuer, irritante. Si bien que l'appel d'Henry le soulageait bien plus qu'il ne l'ennuyait. Il serra les 2 $ restants dans son poing. Clink. Ouvrit la main, plus qu'un seul. « Qu'est-ce qui vous chiffonne ?» demanda Henry. « Tout, » répondit-il sans embâge. « À commencer par le fait que ce soit arrivé. Ce qui me tracasse le plus, c'est la manière dont les faits s'enchaînent dans le temps. C'est juste, très juste, ou trop juste.
J'imagine Nettie Cobb qui trouve son chien mort et qui s'installe pour écrire toutes ses notes. Et vous savez quoi? Je n'arrive pas à me la figurer en train de le faire. Et à chaque fois je me demande ce que je n'ai pas vu, ce que je n'ai pas compris. Alan referma fortement le poing, l'ouvrit. Plus de pièces. Ouais. Autrement dit, mes mauvaises nouvelles en sont peut-être des bonnes. Quelqu'un d'autre est dans le coup, Alan. Nous ignorons qui a tué le chien de Cobb, mais on est à peu près certain que ce n'est pas Wilma Jerzik. Alan reposa les pieds par terre d'un mouvement vif. Les dollars d'argent roulèrent en cascade sur le dessus de son bureau. L'un d'eux fit mine de vouloir passer par-dessus bord, et d'un coup de patte magique surnaturellement rapide, Alan le rattrapa. Il vaudrait peut-être mieux me dire ce que vous savez, Henry. Oui, commençons par le chien. On l'a confié à John Palin, à Veto South Portland. Aussi fort avec les animaux que Ryan avec les humains. Il dit que le tire-bouchon ayant touché le cœur, tuant la bestiole presque sur le coup, il peut déterminer le moment de la mort avec beaucoup de précision. Voilà qui nous change agréablement, commenta Alan. Il pensa au roman d'Agatha Christie qu'Annie lisait autrefois, La Douzaine. On y trouvait toujours un médecin de campagne à demi gâteux, capable d'affirmer que le décès était intervenu entre 16h30 et 17h15. Au bout de près de 20 ans passés dans la police, Alan savait que la réponse la plus réaliste à la question de l'heure de la mort était « la semaine dernière, sauf erreur ». N'est-ce pas? Bref, Palin dit qu'il est mort entre 10h et midi. Peter Jerzik a déclaré que lorsqu'il était venu dans sa chambre pour se préparer avant d'aller à l'église, un peu après 10h, sa femme était sous la douche. Oui, les emplois du temps sont serrés, on le savait déjà. Mais ce Palin doit tenir compte d'une certaine marge d'erreur tout de même. C'est pas Dieu le Père. Il ne faut pas plus de 15 minutes pour mettre Wilma dans le coup. Ah oui? Elle vous paraît vraiment dans le coup? Alan étudia la question puis répondit, la voix grave. À vous dire la vérité, pas tellement. J'ai toujours trouvé que ça clochait. Il dut se forcer pour ajouter « Mais on ne va tout de même pas laisser ce dossier ouvert parce que le vétérinaire déclare qu'il nous manque... quoi? Un quart d'heure ?» Bon d'accord. Parlons maintenant de la note sur le tire-bouchon. Vous vous en souvenez? Oui, il était question de ne laisser personne lui salir ses draps et qu'elle l'aurait. C'est ça. Le graphologue d'Augusta est encore en train de s'acharner dessus, mais... Pete Jerzik nous a donné un échantillon de l'écriture de sa femme. Et j'ai devant moi une photocopie des deux. Elles ne concordent pas. Absolument pas. Ne me dites pas... Si, je vous le dis. Je croyais que vous étiez le type que ça ne surprenait pas. Je savais bien que quelque chose ne collait pas. Mais je pensais plutôt aux cailloux avec les feuilles attachées dessus. L'enchaînement dans le temps est vraiment juste, et ça me mettait mal à l'aise. Mais dans l'ensemble, j'étais prêt à l'accepter. Surtout parce que c'était le genre de choses que je croyais Wilma Jerzik capable de faire. Vous êtes sûr qu'elle n'a pas déguisé son écriture? Il ne le croyait pas. Fonctionner incognito n'était pas le genre de la polonaise, mais il fallait envisager cette possibilité. Moi, j'en suis sûr. Mais je ne suis pas l'expert. Et ce que je pense ne compterait pas devant un tribunal. C'est d'ailleurs pour cela qu'on doit faire une analyse graphologique. Quand aurez-vous le rapport du type? Qui sait? En attendant, vous pouvez m'en croire, Alan. Elles sont aussi différentes que des pommes et des oranges. Mais alors, si Wilma ne l'a pas fait, quelqu'un a voulu que Nettie croie que c'était la polonaise. Qui? Et pourquoi? Pourquoi, pour l'amour du ciel? Je ne sais pas, vieux. C'est votre patelin. En attendant, j'ai encore deux choses pour vous. Allez-y. Alan remit les dollars d'argent dans leur tiroir, puis fit traverser le mur à un grand type efflanqué, avec un chapeau haute forme. Lorsque l'ombre chinoise revint, le chapeau s'était transformé en canne. Celui ou celle qui a tué le chien a laissé des empreintes ensanglantées sur le bouton de la porte de Nettie Cobb. C'est la numéro 1. Nom d'un foutre. Non, d'un petit foutre tout au plus. Les empreintes sont brouillées. Notre bonhomme les a probablement laissées lorsqu'il a filé. Elles sont vraiment mauvaises? On dispose de quelques fragments qui pourraient être utilisables, mais là aussi ça ne tiendra pas devant un tribunal. Je les ai envoyés au service spécial du FBI en Virginie. Ils arrivent à faire des trucs stupéfiants à partir d'empreintes partielles aujourd'hui. Ils sont plus lents que des escargots, et il faudra attendre une semaine, ou peut-être même 10 jours avant d'avoir leurs résultats. Mais en attendant, j'ai comparé ces partiels avec les empreintes de la Jerzik. Ça ne concorde pas? Eh bien, c'est comme l'écriture. On compare un truc partiel à un autre qui est complet. Et si je me présente avec ça au tribunal, je me fais plomber par la défense sans un pli. Mais au risque de dire des conneries, je prétends, moi, qu'elles n'ont rien à voir. Rien que par la taille, déjà. Wilma Jerzik avait de petites mains.
Les partiels viennent de quelqu'un qui a de grandes paluches. Même en tenant compte du fait que les empreintes sont brouillées, ce sont de fichues grandes paluches. Des mains d'hommes? J'en suis sûr. Mais encore une fois, ça ne tiendrait jamais devant un tribunal. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Sur le mur, un phare fantomatique se transforma brusquement en pyramide. La pyramide s'ouvrit, comme une fleur, et se transforma en oie volant à tire-d'aile. Alan essaya d'imaginer le visage de l'homme, pas celui de Wilma Jerzik, qui avait pu entrer chez Nettie dimanche dernier. L'homme qui avait tué Ryder à l'aide d'un tire-bouchon et fait en sorte d'incriminer Wilma. Il ne vit qu'une figure plongée dans l'ombre. Mais Henry, qui a bien pu vouloir commettre un tel geste, sinon Wilma Jerzik elle-même? Comment savoir? Nous avons cependant peut-être un témoin de la séance jet de pierre. Quoi? Qui? J'ai dit peut-être, n'oubliez pas. Oui, je sais. Ne me laissez pas sur le grill. Qui est-ce? Un gamin. La femme de la maison voisine a déclaré qu'elle avait entendu des bruits, et qu'elle était venue essayer de voir ce qui se passait. Qu'elle pensait que peut-être cette salope, ce sont ses propres mots, avait fini par piquer une telle crise qu'elle avait balancé son mari à travers une fenêtre. Elle a vu un môme qui s'éloignait à bicyclette de la maison, l'air apeuré. Elle lui a demandé ce qui se passait. Il lui a répondu qu'à son avis, les Jerzik devaient avoir une scène de ménage. C'était ce qu'elle pensait aussi, mais comme les bruits s'étaient arrêtés, elle ne s'en est pas inquiétée davantage. Il doit s'agir de Gillian Mislabursky. La maison de l'autre côté des Jerzik est vide en ce moment. Elle est à vendre. Ouais, Gillian Miss Machinski. C'est ce qu'il y a dans le rapport. Et qui était le garçon? Je ne sais pas. Elle le connaissait, mais elle n'a pas été fichue de nous donner son nom. Elle a dit qu'il était du quartier, cependant. Qu'il devait habiter tout à côté. Nous le trouverons. Quel âge? Entre 11 et 14 ans, d'après elle. Henry, soyez sympa et laissez-moi le trouver moi-même, d'accord? Entendu. Répondit aussitôt Peyton. Alan se détendit. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi nous devons diriger ces enquêtes, alors que le crime a eu lieu dans le chef-lieu du comté. On laisse bien les gens de Portland et de Bangor s'occuper de leurs affaires. Alors pourquoi pas Castle Rock? Bon Dieu, je ne savais même pas comment prononcer le nom de cette bonne femme tant que vous ne l'avez pas dit à haute voix. Il y a beaucoup de Polonais à Castle Rock, répondit Alan, pensant à autre chose. Il arracha un formulaire rose de PV et griffonna au dos Jill Mislab et garçon 11-14 ans. Si ce sont mes gars qui lui mettent la main dessus, il va se retrouver en face de 3 malabars du département d'État, et se payer une telle frousse qu'il en oubliera tout. Tandis qu'il est probable qu'il vous connaît, vous. Est-ce que vous n'avez pas été leur parler à l'école? Si, dans le cadre du programme de prévention au cours de la journée loi et sécurité. Alan essayait déjà de penser aux familles qui avaient des enfants de cet âge dans le quartier des Jerzik. Si Jill Mislabursky l'avait reconnu sans pouvoir dire son nom, cela signifiait qu'il devait habiter dans une autre rue. Pond Street, peut-être. Il écrivit rapidement quelques noms sur le bout de papier. Deloy, Rusk, Bellingham. Il devait y avoir d'autres familles avec des garçons dans cette tranche d'âge. Il ne se souvenait pour le moment que de ces trois-là, et elle ferait l'affaire pour commencer. Une rapide vérification suffirait certainement à trouver la bonne. Jill se souvient-elle de l'heure à laquelle elle a entendu le tapage et vu le gosse? Demanda Alan. Elle n'en est pas sûre, mais il lui semble qu'il était 11 heures passées. Ainsi, ce n'étaient pas les Jerzik qui se crêpaient le chignon, puisqu'ils étaient à la messe. Exact. C'était donc notre lanceur de cailloux. Toujours exact. Pour le coup, ça devient bougrement bizarre. Ça en fait 3 de suite. Encore une et vous gagnez le four à catalyse. Je me demande si le gamin a vu de qui il s'agissait. En temps ordinaire, je vous répondrais que ce serait trop beau pour être vrai. Mais la Miss Machinski a dit qu'il avait l'air d'avoir peur. Alors, ce n'est pas impossible. S'il a vu ce tordu, je vous parie une tournée de bière que ce n'était pas Nettie Cobb. Vous savez ce que je pense? Quelqu'un a monté les deux femmes l'une contre l'autre, mon vieux. Et peut-être tout simplement histoire de rigoler. Rien que pour ça. Mais Alan, qui savait mieux sa ville que l'officier ne la connaîtrait jamais, trouvait l'idée aberrante. C'est peut-être le gosse qui a fait ça lui-même, ce qui expliquerait aussi bien son air apeuré. Il s'agit peut-être tout bêtement d'un acte de vandalisme. Dans un monde où existent les Michael Jackson et les trous du cul comme Axl Rose, tout est effectivement possible. Répliqua Henry. Mais l'hypothèse du vandalisme me plairait davantage si le gamin avait 16 ou 17 ans, il me semble. En effet, admit Alan. Et à quoi nous sert de spéculer si vous pouvez retrouver le gosse? Oui, je pense y arriver facilement. Mais je préférais attendre la sortie de l'école, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Comme vous l'avez remarqué, il ne servirait à rien de lui flanquer la frousse. Oh, ça me va. Pour les deux femmes, ça ne change rien. Elles iront de toute façon 6 pieds sous terre.
Les journalistes grouillent dans le coin, une vraie peste. Suffit de leur filer un coup de tapette, comme pour les mouches. Alan vit juste à ce moment-là, par la fenêtre, une camionnette studio de la station WMTW, qui passait au pas avec pour destination probable l'entrée du tribunal au coin de la rue. Ouais, ils sont aussi ici. Pouvez-vous m'appeler à 5 heures? Dès 4 heures, sans doute. Merci, Henry, Y a pas de quoi. répondit l'officier en raccrochant. La première impulsion d'Alan fut d'aller en parler à Norris Ridgwick, lequel constituait au moins une boîte à écho parfaite. Puis il se souvint que son adjoint devait être garé au beau milieu du lac de Castle, à essayer sa nouvelle canne à pêche. Il fit naître encore quelques ombres chinoises sur le mur, puis se leva. Il était énervé, bizarrement mal à l'aise. Ça ne lui ferait pas de mal d'aller patrouiller dans le secteur où le crime avait eu lieu. Le nom d'autres familles ayant des gosses dans la bonne fourchette d'âge lui reviendrait peut-être s'il voyait les maisons. Et qui sait? Ce qu'Henry avait dit des gamins était aussi peut-être vrai pour les Polonaises d'âge intermédiaire qui s'habillaient au Monoprix. La mémoire de Jill Mislabursky serait peut-être meilleure si quelqu'un qu'elle connaissait l'interrogeait. Il tendit la main vers son chapeau d'uniforme, mais le laissa finalement accroché à la patère, près de la porte. Il valait peut-être mieux ne pas avoir un air trop officiel aujourd'hui. Et tant qu'à faire, je n'en mourrais pas si je prenais le break, ajouta-t-il en lui-même. Il quitta son bureau et s'immobilisa une fois dans la salle principale, amusé. John Lapointe avait transformé son bureau et l'espace environnant en un amas que seuls les pompiers allaient pouvoir dégager s'ils continuaient. Les papiers s'empilaient sur le moindre espace disponible. Les tiroirs étaient entassés les uns sur les autres, formant une tour de Babel sur le sous-main. La tour paraissait près de s'effondrer d'une seconde à l'autre, et John, d'ordinaire le type du policier joyeux et bon garçon, rouge comme une pivoine, jurait à voix retenue. « Tu vas m'obliger à te passer la bouche au savon, Johnny, » dit Alan avec un sourire. Le policier sursauta et fit demi-tour. Il rendit à Alan un sourire à la fois honteux et distrait. « Désolé, Alan, je... » Le shérif bondit. Il traversa la salle avec cette même vélocité féline et silencieuse qui avait tant frappé Polly Chalmers le vendredi soir. John en était bouche bée. Du coin de l'œil, il comprit ce qui se passait. Les deux tiroirs du haut de la pile étaient en train de s'effondrer. Alan réussit à éviter un désastre complet, mais ne put être assez rapide pour rattraper le premier tiroir, lequel lui atterrit sur les orteils dans un grand éparpillement de papiers, d'agrafes en paquets et d'attaches diverses. De la paume des mains, il coinça les deux autres contre le bureau de John. « Nom de Dieu de bon Dieu !» s'exclama John. « Un vrai numéro de cirque !»« Merci, John !» répondit Alan avec un sourire grimaçant. Les tiroirs commençaient à glisser. Il ne servait à rien de pousser plus fort, sinon à faire bouger le bureau. Ses orteils lui faisaient mal. « Balance-moi tous les compliments qu'il te plaira, mon vieux, mais entre-temps, pourrais-tu me sortir ce tiroir des pieds ?»« Oh merde, oui, bien sûr !» John, dans sa précipitation, heurta Alan, qui, légèrement déséquilibré, lâcha les tiroirs qu'il maintenait si difficilement contre le bureau. Eux aussi atterrirent sur ses pieds. « Aïe !» cria-t-il. Il se prit le pied droit, puis décida que le gauche lui faisait encore plus mal. « Saloperie ! Mon Dieu, Alan, je suis désolé. Mais qu'est-ce que tu gardes là-dedans? Des échantillons d'enclume? Je crois que ça fait pas mal de temps que j'avais pas mis un peu d'ordre. » John sourit d'un air coupable, et se mit à fourrer dans les tiroirs n'importe comment, papiers et fournitures de bureau. Son visage banal aux traits réguliers était cramoisi. Il se tenait à genoux, et lorsqu'il pivota pour attraper des attaches qui s'étaient éparpillées sous le bureau de Clutt, il fit s'écrouler une pile de formulaires et de rapports qu'il avait entassés sur le sol. On aurait dit qu'une tornade venait de passer dans la grande salle du poste de police. « Merde et remerde !» s'écria John. « Merde et remerde, en effet, » dit Alan, qui, assis sur le bureau de Norris, essayait de se masser les orteils à travers le cuir épais de ses chaussures noires réglementaires. « Merde et remerde, voilà une description très précise de la situation. C'est un cas de merde et remerde où je m'y connais pas. »« Désolé !» répéta John, qui se mit à ramper à plat ventre sous son bureau, balayant de la main, vers lui, les agrafes et les trombones disséminés partout. Alan se demandait s'il devait rire ou pleurer. Les pieds de l'adjoint gigotaient en cadence avec ses mains et ne faisaient qu'éparpiller davantage les papiers. « Sors d'ici, John !» aboya Alan. Il déployait de grands efforts pour ne pas rire, mais il se rendait compte que c'était en vain. Lapointe sursauta. Il se cogna sèchement la tête contre le dessous du bureau, si bien qu'une autre pile de papier, qu'il avait repoussée jusqu'à la limite des lois de la gravitation,
pour ménager de la place au tiroir, alla rejoindre les précédentes sur le plancher, une bonne partie en voletant paresseusement dans l'air. Il va lui falloir la journée pour classer tout ça, pensa Alan résigné. Sinon toute la semaine. Cette fois-ci, il n'y tint plus. Renversa la tête en arrière, il se mit à hurler de rire. Andy Clutterbuck, qui se trouvait dans le bureau du Standard, sortit voir ce qui se passait. « Tout va bien, shérif ?» Ouais. Puis il parcourut des yeux les formulaires, rapports, notices et documents qui jonchaient le sol, et repartit de plus belle. C'est John. Il est très créatif quand il se met à faire de la paperasse. L'adjoint rampa de dessous son bureau et se releva. Il avait l'air d'un homme qui n'attend qu'une chose, qu'on le mette au garde à vous ou qu'on lui ordonne de faire 50 pompes. De la poussière maculait le devant de son uniforme, impeccable encore un instant auparavant. En dépit de son amusement, Alan songea que cela faisait un moment qu'Eddie Warburton n'avait pas donné un bon coup de balai dans ce secteur. Puis il se remit à rire. Il n'arrivait pas à s'en empêcher. Clutt regardait tour à tour ses deux collègues, intrigués. « Bon, d'accord, » dit Alan en se calmant enfin. « Qu'est-ce que tu cherchais, John? Le Saint Graal? La harpe merveilleuse? Quoi donc ?»« Mon portefeuille. » Il tenta de brosser son uniforme sans résultat. « Je n'arrive pas à mettre la main dessus. »« Tu as vérifié dans ta voiture? » ?»« Dans les deux. » Il jeta un regard circulaire et dégoûté sur la ceinture d'astéroïdes en papier qui l'entourait. « Dans la voiture de patrouille que j'avais cette nuit et dans ma Pontiac. Mais il m'arrive de le mettre dans un tiroir quand je suis assis ici, à cause de la bosse que ça fait aux fesses. Alors je vérifiais, il ne te tannerait pas autant les fesses si tu n'y rangeais pas toute ton existence, John. » remarqua Andy Clutterbuck d'un ton raisonnable. « Dis donc, Clutt, va donc faire la circulation au Carrefour, veux-tu? »« Hein ?» Alan leva les yeux au ciel. « Trouve-toi quelque chose à faire. Je crois que John et moi pouvons venir à bout de la situation. Nous sommes des enquêteurs confirmés. Si on n'y arrive pas, on t'appellera. » Bon, ça va, je voulais juste vous aider, c'est tout. Je l'ai vu, son foutu portefeuille. C'est à croire qu'il y range toute la bibliothèque du Congrès. En réalité... Merci pour ta participation, Clutt. À bientôt. Bon, d'accord, toujours content de donner un coup de main. Salut les mecs. Alan leva encore les yeux au ciel. Il avait toujours envie de rire, mais il se contrôla. À l'expression malheureuse de John, il était évident qu'il ne trouvait pas ça drôle du tout. Sa gêne n'était qu'un aspect de ce qu'il éprouvait. Alan avait connu une ou deux fois l'ennui de perdre un portefeuille, et savait la pénible impression que l'on ressentait. Le fait de perdre de l'argent, et le désagrément d'avoir à signaler la disparition des cartes de crédit, n'en étaient qu'un aspect, et pas nécessairement le pire. On ne cessait de se rappeler les choses qu'on y avait conservées, des trucs que d'autres auraient sans doute jugés bons pour la poubelle, mais irremplaçables pour soi. John s'était remis sur les rotules, et le dos voûté triait et empilait les papiers, l'air inconsolable. Alan l'aida. « Tu t'es vraiment fait mal, Alan ?»« Mais non, tu sais bien comment sont ces godasses. On dirait qu'on a un camion de la Brinks à chaque pied. Tu avais combien dans ce portefeuille ? » ?»« Oh, pas plus de $20, mais j'y avais mon permis de chasse qui date de la semaine dernière, ma carte de crédit. Il va falloir appeler la banque et l'annuler si je n'arrive pas à remettre la main dessus. Mais ce qui me fait le plus mal, ce sont les photos. Mes parents, mes sœurs, tu sais, des trucs comme ça. » Ce n'était cependant pas la perte du portrait de son papa et de sa maman qui le chagrinait le plus. La photo qui comptait vraiment était celle où il était en compagnie de Sally Radcliffe. Celle prise par Clutt à la foire de Freiburg, 3 mois avant que Sally ne le laisse tomber pour ce tas de muscles de Lester Pratt. « Ne t'en fais pas, » dit Alan. « Tu les retrouveras. L'argent et la carte auront peut-être disparu, mais le portefeuille et les photos finiront par revenir un de ces jours. Tu sais bien que c'est le cas la plupart du temps. » « Ouais, » répondit-il avec un soupir. « C'est simplement que... Bon sang, j'essaie de me souvenir si je l'avais en venant ce matin, mais j'y arrive pas. » « J'espère que tu finiras par le retrouver. En attendant, colle une affichette perdue sur le tableau, d'accord ? » ?»« Oui, je vais le faire. Et je vais finir de ranger tout ce bazar. » »« Je sais bien que tu le feras, John. Ne t'énerve pas. » Alan gagna le parking, secouant la tête. La clochette d'argent tinta au-dessus de la porte, et Babs Miller, membre à part entière du club de Bridgedash Street, fit une entrée timide au bazar des rêves. « Madame Miller !» s'exclama le Land Gaunt, en consultant une liste sur laquelle il apposa une marque discrète. « Comme vous avez bien fait de venir, et juste à l'heure. C'est bien la boîte à musique, n'est-ce pas, qui vous intéresse? Un travail ravissant.
Oui, je voulais vous en parler, mais elle est sans doute vendue, non? Elle avait du mal à croire qu'un objet aussi charmant n'eût pas déjà disparu. Cette seule idée lui serrait le cœur. La musique qu'il jouait, celle que M. Gaunt prétendait avoir oubliée, elle pensait la connaître. Elle avait dansé sur elle jadis, au pavillon, à Old Orchard Beach. Dans les bras du capitaine de l'équipe de football, auquel elle avait donné un peu plus tard sa virginité sans hésiter, sous un superbe clair de lune. Il lui avait fait connaître le premier et dernier orgasme de toute sa vie, et pendant que l'extase montait et grondait dans ses veines, cet air avait tourbillonné dans sa tête comme un fil incandescent. « Non, elle est encore ici !» dit M. Gaunt. Il la prit dans le présentoir, le Polaroid l'avait dissimulée, et la posa dessus. Le visage de Babs Miller s'éclaira. « Je suis sûr qu'elle coûte beaucoup plus que ce que je peux me permettre, M. Gaunt, mais elle me plaît vraiment beaucoup. Et s'il y avait possibilité de la payer en plusieurs fois, la moindre possibilité... » M. Gaunt sourit. Un sourire exquis, réconfortant. « Je crois que vous vous inquiétez pour rien. Vous allez être très surprise par le prix extrêmement raisonnable que je demande pour cette ravissante boîte à musique. Très surprise. Asseyez-vous et parlons-en. » Elle s'assit. Il s'approcha d'elle. Les yeux de Babs Miller furent incapables de quitter ceux de Leland Gaunt. L'air se mit à jouer dans sa tête. Elle était perdue. Ça m'est revenu, déclara Gillian Mislabursky à Alan. C'est le fils Rusk. Billy, je crois, ou peut-être Bruce. Il se tenait dans la salle de séjour de la Polonaise, où traînait une télé Sony sous un crucifix géant en plâtre. Un présentateur dont il vaut mieux taire le nom était à l'écran. À en juger par la manière dont Jésus roulait des yeux sous sa couronne d'épines, Alan pensa qu'il aurait peut-être préféré Géraldo, ou la série Jugement de divorce. Il avait refusé la tasse de café que Mme Mislabursky lui avait offerte. « Brian », la corrigea-t-il. « Oui, c'est ça, Brian. » Elle portait sa blouse de travail d'un vert éclatant, mais pas son fichu rouge ce matin. Des boucles de la taille des cylindres en carton que l'on trouve dans les rouleaux de papier hygiénique étaient disposées en une étrange couronne sur son crâne. « Vous en êtes sûre, Mme Mislabursky ?»« Oui, c'est ce matin au réveil que son nom m'est revenu. C'est son père qui a posé les cadres en aluminium de la maison il y a 2 ans. Le fils est venu lui donner un coup de main pendant un moment. Il m'a fait l'effet d'un petit garçon bien gentil. »« Avez-vous une idée de ce qu'il pouvait fabriquer chez les Jerzyk ?»« Il m'a dit qu'il avait voulu leur demander s'ils avaient prévu quelqu'un pour pelleter la neige de leur allée cet hiver, je crois bien. Qu'il reviendrait plus tard, quand il ne se battrait plus. Le pauvre gosse avait l'air mort de frousse. Et je le comprends. » Elle secoua la tête. Les grosses boucles rebondirent avec souplesse. « Je suis désolé qu'elle soit morte de cette façon. » Jill Mislabursky prit un ton confidentiel. « Mais je suis contente pour Pete. Personne ne peut s'imaginer ce qu'il a dû supporter à vivre avec cette femme. Personne. » Elle eut un regard significatif en direction du crucifix. Dit Alan. « N'avez-vous rien remarqué d'autre, Madame Mislabursky, à propos de la maison, du gamin, des bruits ?» Elle posa un doigt le long de son nez et inclina la tête. « Non, pas vraiment. Le petit Brian Rusk avait une glacière sur son porte-bagages. Je m'en souviens parce que c'est pas le genre de chose... » « Attendez !» la coupa Alan. Une lumière rouge venait de clignoter un instant dans sa tête. « Une glacière ?» Oui, vous savez, comme celle qu'on emporte pour les pique-niques. Je l'ai remarquée parce qu'elle était vraiment trop grande pour son porte-bagages. Elle était de travers, comme si elle allait tomber. « Merci, Madame Mislabursky, » dit Alan lentement. « Merci beaucoup. » « Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est un indice ? » Oh, j'en doute. Mais il se posait la question. « L'hypothèse du vandalisme me plairait davantage si le gamin avait 16 ou 17 ans, il me semble. » Avait observé Henry Payton. Alan avait ressenti la même chose, mais il était déjà tombé sur des vandales de 12 ans. Et il ne devait pas être difficile, se dit-il, de transporter une bonne quinzaine de cailloux dans l'une de ces glacières. Il se sentit soudain très intéressé à la perspective de la conversation qu'il allait avoir avec le jeune Brian Rusk cet après-midi. La clochette tinta. Sonny Jacket pénétra dans la boutique lentement, sur ses gardes, malaxant entre ses mains une casquette graisseuse aux couleurs de Sunoco. Il avait la tête d'un homme qui croit sincèrement être sur le point de casser toute une kyrielle d'objets coûteux, quelque effort qu'il fasse. Casser les choses,
Proclamer son expression était une fatalité pour lui, non son désir. « Monsieur Jacket !» Gaunt avait lancé son salut habituel avec sa vigueur coutumière, avant de faire une nouvelle petite marque sur la feuille posée à côté de la caisse. « Je suis content que vous ayez pu passer !» Sonny avança 2-3 pas de plus et s'immobilisa, son regard inquiet allant des vitrines à le Lord Gaunt. Commença-t-il. Je suis rien venu acheter, je vous le dis carrément. C'est le vieux Samuels qui m'a dit de venir ici si j'avais l'occasion. Il paraît que vous avez un jeu de clés à douille qui est pas mal. J'en cherchais un justement, mais ici c'est pas une boutique pour les gars comme moi. C'est juste histoire d'être correct avec vous, monsieur. J'apprécie tant d'honnêteté, mais il ne faut pas parler si vite, monsieur Jacket. C'est un très bel ensemble de clés à douille ajustables à double mesure. Ah bon ? Il souleva les sourcils. Sonny savait que ce genre d'outil existait et qu'il permettait de travailler sur les voitures américaines et étrangères avec le même jeu de clés. Mais il n'en avait jamais vu. Oui, je les ai mises de côté dans mon arrière-boutique, monsieur Jacket, dès que j'ai su que cela pouvait vous intéresser. Sans quoi elles seraient sans doute parties tout de suite, mais je voulais au moins vous les montrer avant. Sonny réagit immédiatement en bon Yankee soupçonneux. Ah ? Et pourquoi faire ça pour moi ? Parce que je possède une voiture ancienne, et les voitures anciennes ont souvent besoin de réparation. J'ai entendu dire que vous étiez le meilleur mécanicien de ce côté-ci de la Derry. Oh ? Il se détendit. C'est possible. Et c'est quoi votre machine ? Une Tucker. Les sourcils de Sonny se relevèrent encore, et il regarda Gaunt avec une expression respectueuse. Une torpedo ? Vous vous rendez compte ? Non, c'est une Talisman. Ah bon ? Jamais entendu parler de celle-là. Il n'y en a eu que 2 de construites, le prototype et la mienne. C'était en 1953. Monsieur Tucker est parti pour le Brésil peu après. Il y est mort. Un sourire mélancolique flotta un instant sur les lèvres de Gaunt. Preston était un type charmant. Et un sorcier, question automobile. Mais ce n'était pas un homme d'affaires. Ah bon ? Oui. Le regard de Gaunt se désembruma. Mais c'est du passé, tout ça. Il faut savoir tourner la page, n'est-ce pas, monsieur Jacket ? C'est ce que je dis toujours. Regardez l'avenir en face, s'y élancer d'un pas décidé et ne jamais regarder en arrière. Sonny observa le commerçant du coin de l'œil, un peu mal à l'aise, et garda le silence. Laissez-moi vous montrer ces clés à douille. Sonny n'accepta pas tout de suite. Il regardait le contenu des présentoirs de verre dubitatif. Peut pas me payer des trucs trop chers. Si vous voyez ma pile de factures à payer, des fois je me dis que je devrais tout envoyer au diable et aller toucher l'assurance chômage. Je comprends ce que vous ressentez. Ce sont ces fichus républicains. Voilà mon avis. La figure nouée et l'expression méfiante de Sonny se détendirent sur le champ. Vous avez fichtrement raison, l'ami, s'exclama-t-il. George Bush a quasiment ruiné le pays. Lui et sa foutue guerre. Mais les démocrates, d'après vous, ils auront quelqu'un à mettre en face avec des chances l'année prochaine ? J'en doute. Jesse Jackson, par exemple. Un nègre. Il regarda Gaunt provocateur. L'autre inclina la tête comme pour dire « Oui, mon ami, dis-moi le fond de ta pensée. On est tous les deux des types à la cool, et nous n'avons pas peur d'appeler un chat. » Sonny se détendit encore un peu plus, moins gêné par la graisse qui lui salissait les mains, plus à l'aise. J'ai rien contre les nègres, on est bien d'accord. Mais juste l'idée d'un bougnoul à la Maison Blanche. La Maison Blanche, ça me fout des boutons. Moi aussi, admit Gaunt. Et ce macaroni de New York, Mario, je sais pas Cuomo. Vous croyez qu'un type comme ça pourrait battre l'autre enfoiré ? Non. Gaunt leva la main droite, faisant le geste de mesurer quelque chose entre son affreux pouce spatulé et son index. En plus, je n'ai pas confiance dans les hommes qui ont de petites têtes. Sonny resta un instant bouche bée, puis se donna une claque sur un genou et partit d'un rire sibilant. Pas confiance dans les hommes qui ont de petites têtes. Elle est bien bonne, celle-là. Monsieur Gaunt souriait. Sonny aussi. Le Lord Gaunt alla chercher le jeu de clés à douille. Il était présenté dans une sacoche en cuir doublé de velours noir. Jamais Sonny Jacket n'avait vu un tel outillage,
tout en alliage chromacié. Ils échangèrent un nouveau sourire qui leur découvrit les dents comme deux singes qui s'apprêtent à se battre. Et bien entendu, Sony acheta le jeu de clés, pour un prix absolument ridicule. 170$, plus 2 blagues vraiment marrantes à faire à Don Hemphill et au révérend Rose. Sony déclara que Ce serait un plaisir que de foutre la merde chez ces fils de pute républicains chanteurs d'hymnes. les tours que Sony allait jouer à Willy la Moutardonnée et à Don Hemphill les faisaient sourire d'avance tous les deux. Sonny Jacket et Leland Gaunt, juste deux types qui se souriaient. Et au-dessus de la porte, la clochette d'argent tinta. Henry Beaufort, propriétaire gérant du Mellow Tiger, avait son domicile à moins de 500 mètres de son lieu de travail à la périphérie de la ville. Myra Evans se gara dans le parking de l'établissement, vide en cette heure matinale étonnamment chaude, et continua à pied jusqu'à la maison. Étant donné la nature de sa course, la précaution semblait raisonnable. Elle n'aurait pas dû s'inquiéter. Le Mellow Tiger ne fermait jamais avant 1h du matin, et Henry se levait rarement avant 13h. Tous les stores au premier comme au rez-de-chaussée étaient tirés. Sa voiture, une Thunderbird de 1960 parfaitement entretenue qui faisait sa joie et son orgueil, était garée dans l'allée. Myra portait un jean et une chemise de travail bleue, empruntée à son mari. Les pans lui tombaient presque jusqu'aux genoux. Il dissimulait une ceinture à laquelle pendait un fourreau. Chuck Evans collectionnait les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale et avait déjà acheté un petit quelque chose, sans en parler à sa femme, au nouveau magasin. Et le fourreau contenait une baïonnette japonaise. Myra l'avait décroché une demi-heure auparavant du mur dans la pièce que Chuck s'était réservée au sous-sol. Elle heurtait sèchement sa cuisse à chaque enjambée. Il lui tardait beaucoup d'en avoir terminé, afin de pouvoir retourner à la photo d'Elvis. La tenir, avait-elle découvert, suffisait à déclencher une sorte d'histoire. Ce n'était pas réel, mais à de nombreux titres, à tous les titres de son point de vue, elle estimait que c'était encore mieux ainsi. Acte 1, le concert. Le King la sort de la foule et danse avec elle sur la scène. Acte 2, la pièce verte après le spectacle. Acte 3, dans la grosse limousine. L'un des hommes d'Elvis la conduisait, et le King ne se souciait même pas de refermer le vitrage fumé entre l'avant et l'arrière, avant de lui faire les choses les plus audacieuses et délicieuses, tandis qu'il roulait en direction de l'aéroport. Le titre de l'acte 4 était « En avion ». Il se déroulait à bord du Lisa Marie, le jet privé d'Elvis, dans le grand lit double, derrière la cloison qui séparait la cabine du poste de pilotage, pour être exact. Elle y aurait volontiers passé tout le reste de sa vie, mais ils étaient en route pour l'acte 5, Graceland. Une fois qu'ils y seraient, les choses ne pouvaient qu'aller encore mieux. Mais avant, elle avait cette petite corvée à accomplir. Elle était au lit ce matin, après le départ de son mari, seulement habillée de son porte-jartel. Le King avait été très clair sur ce détail, étreignant la photo entre ses mains, gémissant et se tordant lentement sur les draps. Soudain, le grand lit double avait disparu. Le ronronnement étouffé des moteurs du Lisa Marie aussi, comme le parfum de cuir anglais d'Elvis. Au lieu de ces merveilleuses choses, elle avait vu les traits de Monsieur Gaunt, un Monsieur Gaunt bien différent de ce qu'il était dans son magasin. Son visage paraissait fendillé et desséché par quelque fantastique chaleur interne. Il pulsait et ondulait, comme si, en dessous, des choses luttaient pour s'en dégager. Et son sourire s'ouvrait sur une double rangée de crocs, au lieu des grandes dents carrées. « Le moment est venu, Myra !» avait-il dit. « Je veux rester avec Elvis. » avait-elle gémi. « Je le ferai, mais pas maintenant. Je vous en prie, pas maintenant. » « Si, maintenant. Vous l'avez promis, et vous allez remplir votre promesse. Sinon, vous allez beaucoup, beaucoup le regretter, Myra. » Elle entendit un craquement sec. Avec horreur, elle vit que le verre qui protégeait la photo venait de se fendre. « Non !» s'écria-t-elle. « Non, ne faites pas ça. » »« Je ne fais rien du tout. » avait répondu Gaunt avec un petit rire. C'est toi qui le fais. Tu le fais en te comportant comme une idiote
Comme une petite conne paresseuse. On est en Amérique ici. Et seules les putes travaillent au lit. En Amérique, les personnes respectables se lèvent pour aller gagner les choses dont elles ont besoin. Sinon, elles les perdent pour toujours. Je crois que tu l'as oublié. Bien sûr, je peux toujours trouver quelqu'un pour aller jouer ce petit tour à Monsieur Beaufort. Mais dans ce cas, ta délicieuse affaire de cœur avec le King... Une autre craquelure zigzaga, comme un éclair argenté, sur la vitre protectrice. Le visage en dessous, observa-t-elle avec épouvante, devenait vieux, ridé et ratatiné, sous l'effet corrupteur de l'air qui pénétrait sous le verre. Non, je vais le faire. Je vais le faire tout de suite. Je me lève. Mais arrêtez. Arrêtez ça. Elle avait bondi sur le sol aussi vite que si elle avait découvert un nid de scorpion entre les draps. Quand tu auras rempli ta promesse, Mira. Monsieur Gaunt lui parlait du plus profond d'elle-même. Tu sais ce que tu as à faire, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Mira regardait la photo, désespérée. Elle y voyait un homme vieux et malade, le visage bouffi à force d'excès. La main qui tenait le micro était une serre de vautour. Lorsque tu reviendras, mission accomplie, Mira. L'image sera comme avant. Mais surtout, que personne ne te voie. Si quelqu'un t'aperçoit, jamais tu ne le reverras. On ne me verra pas. Avait-elle balbutié. Je jure que personne ne me verra. Au moment où elle atteignait le coin de la maison de Henri Beaufort, elle se souvint de l'avertissement. Elle regarda autour d'elle, la route était déserte dans les deux directions. Un corbeau croissait sans enthousiasme au milieu d'un champ dépouillé de toute végétation. Il n'y avait pas d'autre bruit. On aurait dit que la journée pulsait comme une chose vivante, et que la terre restait assommée, hébétée par les lents battements de ce cœur hors saison. Mira remonta l'allée, vérifiant de la main la présence de la baïonnette dans son fourreau. La sueur coulait dans son dos, irritante, et passait sous son soutien-gorge. Elle ne s'en doutait pas, et ne l'aurait pas cru si on le lui avait dit, mais elle avait atteint une sorte de beauté fugitive au milieu du calme de la campagne. Pendant quelques instants, son visage d'ordinaire brouillé et vide refléta une détermination farouche, un sentiment qu'il n'avait encore jamais exprimé. Ses pommettes se dessinaient nettement pour la première fois depuis qu'elle avait quitté le lycée, lorsqu'elle avait décidé que sa mission dans la vie consistait à dévorer toutes les confiseries industrielles qui lui tomberaient sous la main. Depuis 4 jours, elle avait été bien trop occupée à faire l'amour d'une manière de plus en plus bizarre avec le King pour penser beaucoup à manger. Ses cheveux, qui pendaient d'ordinaire autour de son visage en mèches plates et molles, étaient tirés en arrière pour former une queue de cheval, dégageant son front. Grâce au choc d'une brutale overdose d'hormones, peut-être, et grâce à celui, tout aussi violent, d'une baisse radicale dans sa consommation de sucre, la plupart des boutons qui avaient troué la peau de sa figure de leur petit volcan, depuis qu'elle avait 12 ans, subissaient une impressionnante rémission. Plus remarquable encore étaient ses yeux, vastes, bleus, félins. Ce n'étaient pas les yeux de Mira Evans, mais ceux d'un fauve de la jungle, susceptible d'une soudaine et imprévisible férocité. Elle atteignit la voiture de Henri. Un véhicule se profilait sur la route 117, un antique camion de paysans, tout brinque-ballant, qui se dirigeait vers la ville. Mira se glissa devant la calandre de la Thunderbird et s'accroupit, le temps de le laisser passer. Puis elle sortit un papier, le déplia en l'aplatissant avec soin et le glissa sous l'un des essuie-glaces, de manière à ce que le message fût clairement visible. « Ne t'avise jamais de m'empêcher de boire pour ensuite garder mes clés, espèce de bouffeur de grenouille !» Pouvait-on lire. Le moment était venu d'utiliser la baïonnette. Elle jeta un nouveau et rapide coup d'œil autour d'elle, mais la seule chose qui bougeait dans la lumière et la chaleur du jour était un corbeau solitaire, le même peut-être que celui qui croissait un moment auparavant. Il vint se poser sur le poteau électrique situé juste en bas de l'allée et parut l'observer. Mira dégagea l'arme, la prit fermement à 2 mains, se pencha en avant et l'enfonça jusqu'à la garde dans le pneu à flanc blanc avant, côté conducteur. Un rictus féroce lui déformait le visage, tandis qu'elle attendait la bruyante explosion. Mais au lieu de cela, il n'y eut qu'un soudain... comme aurait pu faire un boxeur recevant un coup à l'estomac, vite à bout de souffle. La Thunderbird se mit à pencher nettement à gauche,
Mira arracha la baïonnette, agrandissant un peu plus le trou, non sans rendre grâce à Chuck de garder ses joujoux bien affûtés. Lorsqu'elle eut découpé un sourire zigzagant dans le pneu qui se dégonflait rapidement, elle alla en faire autant du côté passager. Il lui tardait toujours de retrouver sa photo chérie, mais elle était néanmoins contente d'être venue. Il y avait quelque chose d'excitant dans l'aventure. La seule idée de la tête que ferait Henry en découvrant ce qui était arrivé à sa précieuse Thunderbird la rendait toute chose. Dieu seul sait pourquoi, mais elle se dit que lorsqu'elle embarquerait à nouveau sur le Lisa Marie, elle aurait un ou deux petits trucs à montrer au King. Elle passa à l'arrière. La baïonnette ne coupait plus tout à fait aussi bien, mais son enthousiasme compensa cette faiblesse, et elle cisailla énergiquement les flancs blancs. Sa tâche terminée, et les 4 pneus non seulement crevés, mais littéralement éventrés, elle se recula pour admirer le travail. Elle respirait vite, et elle chassa la sueur de son front d'un geste vif et viril du bras. La Thunderbird venait de perdre plus de 15 cm, et reposait sur les jantes, au milieu des débris de coupe-pneus à carcasse radiale. C'est alors qu'elle décida, sans que cela lui ait été demandé, d'ajouter cette touche personnelle qui signifie tant. Elle fit courir la pointe de la baïonnette le long du flanc de la voiture, laissant une longue éraflure inégale dans la surface lisse et polie. L'arme émit un petit crissement gémissant contre le métal, et Mira regarda en direction de la maison, soudain sûre que Henry Beaufort devait avoir entendu, que le store de sa chambre allait vivement remonter, et qu'il la verrait. Rien de tel ne se produisit, mais elle comprit qu'il était temps de partir. Elle avait épuisé le temps imparti, et en outre, là-bas dans son lit, le King l'attendait. Mira pressa le pas le long de l'allée, tout en rabattant les pans de sa chemise, après avoir glissé la baïonnette dans son fourreau. Une voiture passa avant qu'elle eût rejoint le Mellow Tiger, mais elle se dirigeait dans la même direction qu'elle. Sauf à lorgner dans son rétroviseur, le conducteur ne l'avait vue que de dos. Elle se glissa derrière le volant, arracha l'élastique qui lui retenait les cheveux. Ils retombèrent, comme d'habitude, en boucles molles et plates autour de sa figure, et prit la direction de la ville. Elle conduisit d'une main, l'autre avait affaire au-dessous de sa taille. Une fois chez elle, elle grimpa l'escalier 4x4. Le portrait d'Elvis se trouvait sur le lit, là où elle l'avait laissé. Elle se débarrassa vivement de ses chaussures et de son jean, s'empara de la photo et bondit dans le lit. Les craquelures de la vitre avaient disparu. Le King avait retrouvé sa jeunesse et sa beauté. On aurait pu en dire autant pour Mira Evans, au moins temporairement. Au-dessus de la porte, la clochette d'argent tintinabula. « Bonjour, Madame Potter !» dit joyeusement le Lord Gaunt, une marque de plus sur la liste. « Je commençais à me dire que je ne vous verrais pas. »« J'ai failli ne pas venir, » avoua Lenore Potter. Elle paraissait dans tous ses états et pensait à autre chose. Ses cheveux argentés, coiffés d'ordinaire à la perfection, étaient ramenés à un chignon informe. 2 centimètres de sa combinaison dépassaient de sa jupe grise en tissu croisé, et elle avait des cernes sombres sous les yeux. Des yeux qui ne cessaient d'aller et venir en tous sens, avec une expression désespérée et soupçonneuse. « C'était bien la poupée Howdy Doody que vous vouliez voir, n'est-ce pas ? Je crois vous avoir entendu dire que vous aviez toute une collection de jouets d'enfants. »« Je ne suis vraiment pas sûr d'avoir envie de regarder ce genre de choses aujourd'hui, » le coupa-t-elle. Femme de l'avocat le plus riche de Castle Rock, elle s'exprimait en phrases hachées avec, si l'on peut dire, des effets de manche dans la voix. « Je suis dans un état d'esprit extrêmement pénible, catastrophique. Une journée magenta. Vous vous rendez compte ? Pas rouge, magenta !» Gaunt contourna sa vitrine principale et se dirigea vers elle, affichant sur le champ une expression de sympathie inquiète. « Chère madame, qu'est-il arrivé ? Vous avez effectivement l'air dans un état... »« Bien sûr que je suis dans un état terrible. On a bouleversé le flux normal de mon aura psychique. Gravement bouleversé. Au lieu de bleu, couleur du calme et de la sérénité, tout mon canevas est devenu d'un magenta éclatant. Et tout ça par la faute de cette garce de l'autre côté de la rue. Cette garce infecte. » Gaunt fit de curieux gestes apaisants, qui, pas un instant, n'effleurèrent le corps de Lenore Potter. « De quelle garce voulez-vous parler, Madame Potter ?» demanda-t-il, connaissant la réponse. « Bonseing, évidemment, Bonseing. Cette sale menteuse de Stéphanie Bonseing. Jamais mon aura n'avait été magenta jusqu'à ce jour. Jamais, monsieur Gaunt. Rose foncé quelquefois,
Et je crois qu'elle a dû virer au rouge une fois, pendant quelques minutes, le jour où j'ai failli me faire écraser par un ivrogne à Oxford. Mais Magenta, jamais! Je ne peux tout simplement pas vivre ainsi. Bien sûr que non, Acquiesça Gaunt, toujours apaisant. personne ne pourrait l'exiger de vous, ma chère. Ses yeux finirent par maîtriser ceux de la femme. Pas facile, alors qu'elle ne cessait de jeter des coups d'œil dans tous les sens. Mais il y parvint. Elénor se calma presque instantanément. Plonger les yeux dans ceux de M. Gaunt, découvrit-elle, revenait à regarder sa propre aura quand elle faisait tous ses exercices, consommait la bonne nourriture, des germes de haricots et du tofu pour l'essentiel, et conservait l'aspect de son calava à l'aide d'une heure de méditation au réveil et d'une autre heure avant de se coucher. Ses iris avaient la nuance estompée et sereine d'un ciel de désert. « Venez par ici, » dit-il. Il la conduisit jusqu'à l'un des fauteuils en velours à haut dossier sur lesquels tant de citoyens s'étaient assis au cours de la semaine écoulée. « Racontez-moi tout, » ajouta-t-il une fois qu'elle fut installée. Elle m'a toujours détesté. Elle a toujours pensé que si son mari n'avait pas eu l'avancement qu'il espérait, c'était parce que le mien l'en empêchait sous mon influence. Elle a une cervelle d'oiseau, une grosse poitrine et une aura d'un gris sale. Vous voyez le genre? En effet. Mais jamais jusqu'à ce matin je n'aurais cru qu'elle me haïssait autant. Lénore Potter se laissait de nouveau gagner par l'agitation, en dépit de l'influence apaisante de Gaunt. En me levant, j'ai trouvé mes massifs de fleurs massacrés, complètement massacrés. Hier encore, ils étaient magnifiques. Toutes ces fleurs qui donnaient de la sérénité à mon aura et nourrissaient mon calava ont été assassinées par cette garce, par cette salope de bon sein. Lénore serra les poings, cachant ses ongles élégamment manucurés, et se mit à marteler les bras sculptés de son fauteuil. Des chrysanthèmes, des cimicaires, des astères, des œillets d'Inde. La garce est venue pendant la nuit et les a toutes arrachées. Elle les a jetées partout. Savez-vous où j'ai retrouvé mes choux ornementaux ce matin, monsieur Gaunt? Non? Où? Demanda-t-il gentiment, toujours avec les mêmes mouvements caressants au-dessus de son corps. Il en avait en fait une idée assez précise, et savait sans l'ombre d'un doute qui était responsable de ce massacre destructeur de Calava. Melissa Clutterbuck. Lénore Potter ne la soupçonnait pas, parce qu'elle ne connaissait pas la femme de l'adjoint Clutterbuck. Pas davantage que Melissa ne la connaissait, sinon pour échanger de temps en temps un bonjour dans la rue. Il n'y avait eu aucune méchanceté dans le geste de Melissa. Si l'on accepte, bien entendu, pensa Gaunt, le plaisir malsain que tout un chacun éprouve à mettre en pièces l'objet chéri de quelqu'un d'autre. Elle avait ravagé les massifs de fleurs de Lénore Potter en paiement partiel d'un service en porcelaine de Limoges. Si l'on allait au fond des choses, c'était une pure transaction commerciale. Amusante, d'accord, songea Gaunt. Mais a-t-on jamais prétendu que les transactions commerciales devaient être une corvée? Mes fleurs sont dans la rue, cria Lénore. Au beau milieu de Castleview, elle n'a rien épargné. Même les marguerites d'Afrique sont fichues. Fichues! Tout est fichu! L'avez-vous vue? Oh, ce n'est pas la peine. Elle est la seule à me haïr au point de faire quelque chose comme ça. Et on voit la trace de ses talons hauts partout. Je suis prête à parier que cette salope les porte même au lit. Oh, monsieur Gaunt, se mit-elle à geindre. Chaque fois que je ferme les yeux, ça devient tout violet. Qu'est-ce que je dois faire? Il resta quelques instants sans répondre, se contentant de la fixer des yeux jusqu'à ce qu'elle eût repris calme et distance. « Ça va mieux ?» demanda-t-il finalement. « Oui, » répondit-elle d'une petite voix, exprimant du soulagement. « Je crois que je peux voir à nouveau le bleu. »« Mais vous êtes encore trop bouleversé pour seulement penser à faire des achats. »« Oui. »« Étant donné ce que cette garce vous a fait. »« Oui. »« Elle devra payer. »« Oui. »« Si jamais elle recommence, il faudra qu'elle paie. »« Oui. »« Il se peut que j'aie exactement ce qui vous conviendrait. » Ne bougez pas d'ici, Madame Potter. Je reviens tout de suite. Pensez en bleu en attendant. En bleu, répéta-t-elle rêveuse. À son retour, il lui mit dans les mains l'un des automatiques qu'Ace avait rapportés de Cambridge. Le chargeur était plein, et il se parait de reflets bleu-noir huileux sous l'éclairage des vitrines. Elle leva l'arme à la hauteur des yeux et la regarda avec un profond plaisir.
Un profond soulagement même. Cela dit, je ne pousserai jamais personne à tirer sur quelqu'un d'autre, Reprit Gaunt. au moins sans une très bonne raison. Mais vous m'avez l'air de quelqu'un qui pourrait avoir d'excellentes raisons de le faire, Madame Potter. Je ne parle pas des fleurs. Nous savons tous les deux que là n'est pas l'important. On peut toujours remplacer des fleurs. Mais votre karma, votre kalava, ce sont des choses irremplaçables. Qu'avons-nous d'autre? Il eut un petit rire désapprobateur. Rien, Admit-elle, pointant l'arme vers le mur. Pan, 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 pan! C'est pour toi, sale petite garce envieuse. J'espère que ton mari finira éboueur. C'est ce qu'il mérite. C'est ce que vous méritez tous les deux. Vous voyez ce petit levier là, Madame Potter? Oui? C'est la sécurité. Si jamais cette garce revenait faire des siennes, il faudrait commencer par repousser ce levier. Vous comprenez? Oh oui, très bien, répondit-elle d'une voix somnambulique. Je comprends parfaitement. Pan! Pan! Personne ne pourrait vous critiquer. On a tout de même le droit de protéger son karma, non? Cette bon sein ne reviendra probablement pas. Mais sait-on jamais? Il lui jeta un regard significatif. Si elle vient, ce sera pour la dernière fois. Lénore porta le canon court à ses lèvres et l'embrassa doucement. Rangez-le dans votre sac, Dit Gaunt. et retournez chez vous. Après tout, qui sait si elle n'est pas déjà dans votre jardin? Elle pourrait même être rentrée chez vous. À cette idée, Lénore Potter s'alarma. Des vrilles d'un violet sinistre commencèrent à se couler en se tortillant dans son aura bleue. Elle se leva et fourra l'automatique dans son sac. Gaunt détourna les yeux et elle scia aussitôt à plusieurs reprises. Je suis désolé, mais pour Audi Dodi, ce sera une autre fois, monsieur Gaunt. Je crois qu'il vaut mieux que je retourne chez moi. Après tout, qui sait si la boursin n'est pas déjà dans mon jardin? Elle est peut-être même dans ma maison. Quelle idée affreuse! S'exclama Gaunt. Oui, mais j'ai la responsabilité d'une propriété. Je dois la protéger. Il faut voir les choses en face, monsieur Gaunt. Combien vous dois-je pour le... Mais elle n'arrivait pas à se souvenir exactement de ce qu'il lui avait vendu, tout en sachant que la mémoire n'allait pas tarder à lui revenir. Elle montra son sac d'un geste vague. C'est gratuit pour vous. Ils sont en promotion aujourd'hui. Voyez-y, Son sourire s'élargit. un cadeau pour faire connaissance. Merci, je me sens tellement mieux. Comme toujours, Répliqua Gaunt avec une petite courbette. je suis trop heureux d'avoir pu vous rendre service. Norris Ridgewick regardait dans la chambre de Hugh Priest par la fenêtre. Hugh, étalé sur le lit, ronflait, tourné vers le plafond. Il ne portait qu'un short taché d'urine. Entre ses grandes mains osseuses, il étreignait quelque chose qui ressemblait à un morceau de fourrure feutrée. Impossible d'en être sûr. Hugh avait des paluches vraiment immenses, et les carreaux étaient très sales. Mais Norris avait l'impression qu'il s'agissait d'une queue de renard mangée des mythes. Peu importait de toute façon. L'essentiel était que Hugh dormait. Le policier revint à sa voiture personnelle, garée derrière la bouique de Hugh. Il ouvrit la portière côté passager et se pencha. Son panier de pêche était posé sur le plancher. La bazoine se trouvait sur le siège arrière. Il se sentait mieux, plus tranquille de la garder avec lui. Elle n'avait toujours pas servi. La vérité était toute bête. Il avait peur de l'utiliser. Il s'était rendu sur le lac de Castle hier. Il avait tout préparé, ligne, hameçon, appât. Et au moment de faire son premier lancer, la canne brandie, il avait hésité. Et si jamais un poisson vraiment très gros se jetait sur la ligne? Smokey, par exemple. Smokey était une vieille truite de lac à la peau brune, un poisson de légende parmi les pêcheurs de Castle Rock. On disait qu'elle mesurait plus de 60 cm de long, qu'elle était rusée comme une belette, costaud comme un blaireau, plus résistante qu'un vieux clou. D'après les anciens, la mâchoire de Smokey était hérissée de tous les hameçons que tous les pêcheurs avaient perdus en essayant de la ferrer, sans y parvenir. Et si elle me cassait la canne? Il paraissait stupide d'imaginer qu'une truite de lac, même aussi énorme que Smokey, si elle existait vraiment, puisse briser une bazoine. Mais Norris se disait que c'était possible, et à la manière dont la malchance le poursuivait depuis quelque temps...
Il entendait déjà le claquement sec qu'elle produirait. Il éprouvait déjà l'affreux sentiment de se retrouver avec un fragment dans sa main, l'autre flottant à la surface de l'eau. Et lorsqu'une canne à pêche se cassait, on pouvait toujours courir. Il n'y avait plus qu'une chose à faire, la jeter. Il avait donc fini par reprendre sa vieille Zebco. Il n'avait eu aucun poisson pour le dîner hier au soir, mais M. Gaunt lui était apparu en rêve. Dans ce rêve, Gaunt portait des cuissardes et un vieux fedora. Des mouches artificielles, accrochées au bord du chapeau, tressautaient gaiement au moindre mouvement. Il était dans un bateau à rame, à une dizaine de mètres de la rive du lac, tandis que Norris se tenait sur la berge, tournant le dos au vieux cabanon de son père, cabanon qui avait brûlé 10 ans auparavant. Il écoutait Gaunt. Ce dernier lui avait rappelé sa promesse, et Norris s'était réveillé, rempli d'un sentiment de certitude, celui d'avoir intelligemment agi hier, en préférant la Zebco à la Bason. La Bason était trop belle, beaucoup trop belle. Ce serait un crime de risquer de la perdre en s'en servant vraiment. Norris ouvrit le panier. Il prit un long couteau à vider les poissons et se dirigea vers la buick de Hugh. « Personne ne le méritait davantage que cet ivrogne, ce débris, » se dit-il. Il n'était cependant pas entièrement d'accord avec lui-même. Quelque chose lui disait qu'il commettait une faute grave, déplorable, dont il ne se remettrait jamais. Il était policier. Son travail consistait entre autres à arrêter les gens qui faisaient ce qu'il était sur le point de faire. C'était du vandalisme, ni plus ni moins. Et les vandales sont des voyous. « À toi de décider, Norris !» La voix de Gaunt venait soudain de s'élever dans son esprit. « C'est ta canne à pêche, et c'est ton libre arbitre aussi. Tu as le choix. On a toujours le choix. Mais... » La voix s'interrompit. Elle n'avait pas besoin d'achever. Norris savait quelles seraient les conséquences s'il faisait maintenant machine arrière. En revenant à la voiture, il trouverait la Bason cassée en deux. Car tout choix comporte ses conséquences. Parce qu'en Amérique, on peut obtenir tout ce qu'on veut, tant qu'on peut le payer. Si l'on ne peut pas le payer, ou si l'on refuse de payer, on reste pour toujours dans le besoin. Et en plus, il ne se gênerait pas pour me faire pareil, songea-t-il irrité. Et même pas pour une belle canne à pêche comme la Bason. Hugh Priest serait capable d'égorger sa mère pour une bouteille de Old Duke et un paquet de Lucky Strike. Lorsque le quelque chose au fond de lui essaya de nouveau de protester, de lui dire de réfléchir à ce qu'il fallait faire, réfléchir, il le refoula brutalement. Il se baissa et commença à entailler les pneus de la Buick. Son enthousiasme s'accrut au fur et à mesure, comme Myra Evans. Histoire de corser le jeu, il cassa les phares et les feux de position. Il finit en apposant sous l'essuie-glace une note, sur laquelle on lisait « Simple avertissement. Tu sais ce qui t'attend la prochaine fois, Toto. C'est la dernière fois que t'as donné un coup de pied dans mon jukebox. Je veux plus te voir dans mon bar, pigé ?» Sa tâche terminée, il revint sur la pointe des pieds jusqu'à la fenêtre, son cœur cognant fort dans son étroite cage thoracique. Hugh Priest ronflait toujours, et n'avait pas lâché son vieux morceau de fourrure élimée. « Quel plaisir peut-on trouver à tripoter une pareille saloperie ?» se demanda Norris. « Il s'y accroche comme à son nounours. » Il revint à sa vieille coccinelle, passa au point mort, et se laissa entraîner sans bruit par la pente de l'allée. Il ne démarra que lorsqu'il fut sur la route, puis s'éloigna aussi vite qu'il le put. Il avait mal à la tête, et de pénibles haut-le-cœur lui soulevaient l'estomac. Il ne cessait de se dire que c'était sans importance. Il se sentait bien. Il se sentait très bien, bon Dieu, vraiment très bien. Ça ne lui réussit guère que lorsqu'il tendit le bras vers le siège arrière et saisit la délicate canne à pêche de la main gauche. Il retrouva alors son calme. Norris conduisit dans cette position jusque chez lui. La clochette d'argent tinta. Sloppy Dodd entra au bazar des rêves. « Bonjour, Sloppy !» dit M. Gaunt. Bonjour, monsieur Tu n'es pas obligé de bégayer devant moi, Sloppy. Gaunt leva une main, 2 doigts en V, et fit une passe verticale devant la bonne bouille du garçon. Celui-ci ressentit quelque chose, un nœud emmêlé et ricanant dans son esprit, qui se dissolvait. Il resta bouche bée. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» dit-il stupéfait. Les mots étaient sortis sans heurts de sa bouche, comme des perles sur un fil.
Un tour que Miss Radcliffe aimerait certainement apprendre, répondit Gaunt. Il sourit, fit une petite marque sur sa liste à côté du nom de Sloppy, et jeta un coup d'œil à la grande horloge comtoise qui rythmait allègrement le temps dans un coin. 1h moins le quart. Dis-moi, comment tu as fait pour quitter l'école aussitôt? Personne ne le remarquera? Non. Sloppy avait gardé son expression de stupéfaction et semblait vouloir loucher sur sa propre bouche, comme s'il avait pu voir les mots en sortir pour la première fois en bon ordre. J'ai dit à Madame DeWitt que j'avais mal au cœur. Elle m'a envoyé voir l'infirmière. Je lui ai dit que ça allait un peu mieux, mais que je n'étais quand même pas très bien. Elle m'a demandé si je pouvais rentrer chez moi à pied. J'ai dit oui, et elle m'a laissé partir. Il se tut un instant. Je suis venu parce que je me suis endormi pendant l'étude. J'ai rêvé que vous m'appeliez. C'était vrai. Gaunt joignit ses 2 mains aux doigts d'une longueur étrangement identique sous son menton, et sourit au garçon. Dis-moi, la théière que tu as achetée à ta mère lui plaît-elle? Le rouge monta aux joues du gamin. Elles prirent la couleur de vieilles briques. Il voulut dire quelque chose, y renonça, et se mit à s'examiner les pieds. De sa voix la plus douce et la plus onctueuse, Gaunt lui demanda « Tu l'as gardée pour toi, c'est ça ?» Sloppy acquiesça sans relever la tête. Il avait honte et se sentait confus. Pire encore, il éprouvait un terrible sentiment de perte et de chagrin. Alors que M. Gaunt avait réussi à le débarrasser de cette irritante et épuisante pelote qui lui emmêlait les mots, voici qu'il se sentait trop gêné pour parler. « Mais dis-moi, qu'est-ce qu'un garçon de 12 ans peut bien faire d'une théière en étain ?» L'épi de cheveux du garçon, après avoir aussi envie de la garder. Il l'aimait. Il l'aimait vraiment beaucoup. Gaunt fit le tour du comté. J'applaudis à ta décision de la garder. Vous... Vraiment? Mais bien sûr, du fond du cœur. Seulement, voilà. Sloppy releva un peu la tête et regarda craintivement le Lord Gaunt à travers sa frange de cheveux roux. Le moment est venu de finir de la payer. Oh! Une expression de grand soulagement apparut sur le visage du garçon. C'est tout ce que vous voulez? Je me disais que peut-être... Mais il ne put ou n'osa achever. Il n'avait pas été très sûr de ce que désirait M. Gaunt. Oui, tu te souviens de la personne à qui tu m'as promis de jouer un tour, n'est-ce pas? Bien sûr, Lester Pratt, le prof de gym. Exact! C'est une blague en 2 parties. Il faudra que tu mettes un objet quelque part et que tu dises quelque chose à Lester Pratt. Et si tu respectes exactement mes recommandations, la théière sera à toi pour toujours. Est-ce que je pourrais continuer à parler comme ça aussi? Demanda Sloppy avec enthousiasme. Sans bégayer, pour toujours? Gaunt poussa un soupir de regret. J'ai bien peur que tu ne retrouves ton ancienne diction dès que tu auras quitté cette boutique, Sloppy. Il me semble bien avoir un système anti-bégaiement quelque part en stock, mais... S'il vous plaît, je ferai n'importe quoi, absolument n'importe quoi à n'importe qui. J'ai horreur de bégayer. Je n'en doute pas, mais ce n'est pas le problème, vois-tu. Je commence à manquer de blagues à faire. Mon carnet de balles, si tu me permets l'expression, est pratiquement rempli. Si bien que tu ne pourrais pas me payer. Sloppy hésita longtemps avant de répondre. Lorsqu'il le fit, ce fut à voix basse, d'un ton incertain. Est-ce que vous ne pourriez pas... Je veux dire... juste... donner quelque chose, monsieur Gaunt? Une expression de profond chagrin se peignit sur les traits de l'homme. Oh, Sloppy! Combien de fois y ai-je pensé? Comme je l'aurais voulu. Il demeure de grandes réserves de charité inutilisées au fond de mon cœur. Mais... Ce serait très mauvais pour les affaires. Gaunt adressa au garçon un sourire de compassion, accompagné d'un regard tellement féroce cependant que Sloppy recula d'un pas. Tu comprends, n'est-ce pas? Oui, évidemment. En outre, les quelques heures qui viennent seront cruciales pour moi. Une fois que les événements se sont déclenchés, pratiquement plus rien ne peut les arrêter. Mais pour le moment, prudence doit être mon mot d'ordre. Si tu t'arrêtais soudain de bégayer, on pourrait s'en étonner. Ce serait mauvais.
Le shérif commence déjà à poser des questions sur des choses qui ne le regardent pas. Son expression s'assombrit un instant, puis son horrible sourire charmeur fit de nouveau irruption sur sa figure. Mais j'ai l'intention de m'occuper de lui, Sloppy. Oh oui. Vous voulez dire du shérif Pangborn? Oui, du shérif Pangborn. Gaunt passa une fois de plus 2 doigts en V devant le visage du garçon, du front au menton. Nous n'en avons jamais parlé, n'est-ce pas? Parler de quoi? Demanda Sloppy désorienté. Exactement. Le Land Gaunt portait aujourd'hui une veste en daim gris foncé. Sur l'une des poches, il sortit un portefeuille en cuir noir qu'il tendit à Sloppy. Le garçon le prit du bout des doigts, prenant bien garde de ne pas toucher la main de Monsieur Gaunt. Tu connais la voiture de Lester Pratt? La Mustang? Bien sûr. Place ça dedans, sous le siège du passager, avec simplement un coin qui dépasse. Rends-toi immédiatement au lycée. Il faut qu'il y soit avant la dernière sonnerie. Tu m'as compris? Oui. Ensuite, tu attendras qu'il sorte. Et à ce moment-là... Gaunt continua à voix basse, tandis que Sloppy le regardait bouche bée, l'œil atone, acquiesçant de temps en temps. Sloppy Dodd sortit du bazar des rêves 5 minutes plus tard, le portefeuille de John Lapointe glissé sous sa chemise.